Aujourd'hui, c'est le docteur François Tardat, notre administrateur, qui va nous parler d'une annexe médiévale du château de Blanzac et de son contexte urbain. Tout à fait. Voilà. François, tu as la parole. Bon, je te remercie et merci à vous tous d'être présents, d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous, malgré les multiples virus qui sont en train de sévir. Après le Covid, on a la grippe. Donc essayez de ne pas trop tousser devant vos voisins. Alors, dans un premier temps, j'aurais aimé pouvoir remercier la propriétaire de cette annexe médiévale qui, malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. C'est dommage parce que, grâce à elle, j'ai quand même pu récolter pas mal d'informations. Vous m'entendez tous, là? J'ai pu récolter des informations intéressantes, notamment par ses souvenirs d'abord, et puis aussi par les archives privées qu'elle m'a permis de visionner. Alors, pour résumer en fait la présentation que je vais vous offrir, là, dans un premier temps, il m'a paru utile d'élargir un petit peu la vision donc, du sujet en rappelant donc, brièvement l'historique donc, des seigneurs de Blanzac et de leur château. Et puis dans un second temps, on fera un petit périple patrimonial autour donc, des anciennes murailles de la ville pour réactualiser un petit peu l'environnement urbain. Et donc cette annexe-là, donc l'étude de l'annexe, en fait, clôturera cette communication. Voilà, donc là, nous avons une vue du côté est de la ville, avec du côté droit, donc l'esplanade de l'ancien château. Alors, l'engouement au Moyen-Âge n'était pas du tout la surface que l'on connaît aujourd'hui du diocèse, puisque c'était un petit diocèse. Par rapport au diocèse, par exemple, de Saintes ou de Poitiers ou même de Limoges et de Périgueux, on était vraiment un tout petit diocèse. Et Blanzac, donc, se situait dans la partie méridionale donc, de cet ancien diocèse. Alors, le comté d'Angoulême, lui, était beaucoup plus étendu. Il débordait largement, puisqu'on voit donc la position donc, du diocèse en blanc, et autour on voit des expansions en rouge qui correspondent donc à des donations qui ont été faites en particulier au comte d'Angoulême au début du XIe siècle par le comte de Poitiers, donc Guillaume le Grand, qui était très ami avec Guillaume IV d'Angoulême. Donc cette donation s'est faite pour Ruffec, Confolens et Chabanais. Chabanais va avoir un rôle par rapport à Blanzac, comme vous le verrez un peu plus tard. Et cette donation correspondait aussi à une alliance militaire, parce qu'à l'époque, le comte de la Marche était en opposition avec le comte de Poitiers. Et l'expansion en fait, du comte d'Angoulême allait beaucoup plus loin, puisqu'on allait jusqu'à Blaye, jusqu'à Fronsac, et même à Benauge, dans la banlieue de Bordeaux. Donc voilà un plan plus rapproché. Donc Blanzac dépendait, sur le plan religieux, de la viguerie de Pérignac. Donc voilà un extrait des châteaux romans en Poitou-Charentes, où on voit donc une profusion de châteaux dont Blanzac est signalé à partir des années 1070 en fait. Alors les seigneurs de Blanzac, je vous ai laissé un blanc au milieu pour vous montrer que deux grandes familles vont être unies grâce à un côté féminin, à toute une branche féminine qui est issue de Blanzac, qui est issue d'une certaine Maiancia Domina Castelli, qui apparaît dans le cartulaire de Beigne dans les années 1070. Cette Maiancia aura une fille ou peut-être une sœur, on ne sait pas trop, qui va se marier avec un Jourdain V de Chabanais. Ce couple va avoir une fille qui est Mathilde, et Mathilde va se marier donc avec Adhémar, seigneur de La Rochefoucauld et de Verteuil. Donc ce couple n'aura pas de descendance mâle, et c'est leur fille qui va se marier avec un Robert de Marton, qui va donc affilier les La Rochefoucauld à une descendance de la maison de Lusignan. Donc, le fils de Robert de Marton va devenir seigneur de La Rochefoucauld, Marton, Verteuil et Blanzac. Donc, la donation va compléter par deux châtellenies supplémentaires. Donc, ça va devenir une seigneurie très conséquente.
Alors pour nous faire un rapprochement héraldique, eh bien, les Lusignan, effectivement, étaient donc un burlet d'argent et d'azur à 10 pièces. Les Montbron avaient donc un chevron de gueule. Et donc l'union de ces deux familles va donner donc les armoiries de La Rochefoucauld à partir de cette époque-là, je pense, c'est-à-dire le blason de Lusignan sur lequel va se greffer au moins une partie des armoiries de Montbron. Alors les temps de conflit, ce sont surtout des conflits au début qui sont des conflits, ce qu'on peut appeler des guerres privées, c'est des conflits d'autorité d'un suzerain par rapport à un vassal. Et le premier conflit que va subir le seigneur de Blanzac par l'intermédiaire d'Adhémar de La Rochefoucauld, c'est avec le comte d'Angoulême. Donc ça se passe dans les années 1130-1140. Et donc là, Adhémar va être aidé par Guillaume X, le père d'Aliénor d'Aquitaine et grand-père du futur roi d'Angleterre. Donc Guillaume X va s'allier donc avec ce sous-vassal pour contrarier en fait les velléités du comte d'Angoulême. Donc ce conflit va se régler en fait par un refus du comte d'Angoulême de céder l'héritage de Mathilde de Chabanais, c'est-à-dire à savoir Confolens et Chabanais. Mais par contre, il cède donc à la maison de La Rochefoucauld, Blanzac. Donc, quelques dizaines d'années plus tard, eh bien, c'est par contre un conflit avec le duc d'Aquitaine, où là, le seigneur de La Rochefoucauld et Blanzac donc, va s'allier avec le comte d'Angoulême. Ils vont se révolter donc Richard Cœur de Lion, qui n'est pas encore roi d'Angleterre, il le sera quelques années plus tard, mais il est quand même duc d'Aquitaine, et donc il va subir une rébellion de ses vassaux, d'une partie de ses vassaux. Et on voit donc sur ce schéma que les alliés de Richard Cœur de Lion sont représentés dans des cercles verts plus ou moins larges selon l'alliance manifestée. Et on voit qu'Angoulême, qui est représenté donc par un cercle orange, est lui beaucoup plus dans le conflit, dans la révolte, et Blanzac est intégré dans cette révolte. Donc ce qui explique que le 1er novembre 1182, bien, Richard Cœur de Lion vient assiéger le château de Blanzac. Et à l'époque, donc c'est Foucauld II qui est seigneur de La Rochefoucauld et de Verteuil et de Blanzac. Et donc on sait que Richard Cœur de Lion va assiéger donc, pendant plusieurs jours le château de Blanzac. Et il va donc utiliser des catapultes, qu'on appelle des tréboulets, qui vont donc propulser sur une distance à peu près 200 mètres des boulets qui pouvaient aller entre 60 et 100 kg. Alors avec une puissance, un rythme de tir qui était de 1 à 2 tirs par jour, par heure. Alors donc l'assaut se fait par l'intermédiaire de la Haute-Ville, à cette époque-là au-dessus du château, donc, qui est mentionné sur la prise de la tour Saint-Nicolas. La Haute-Ville va être brûlée. Je pense que les catapultes vont être positionnées à ce moment-là, à ce niveau-là. Et donc sur une vue d'aujourd'hui, je pense que la projection donc, des boulets s'est faite ici et ici. Voilà. Et donc on a un exemplaire de ces boulets à la Société archéologique là, sur deux piliers. Donc là on a des boulets de 40 cm en pierre qui doivent faire à peu près dans les 40-50 kg. Voilà, donc ces boulets, on les a retrouvés également quand la construction du bâtiment le plus récent, là, dans les fondations, on a relevé plusieurs boulets qui malheureusement n'ont pas été répertoriés, mais que lorsque j'étais enfant, j'ai pu effectivement visionner, mais qui ont disparu de la circulation. Alors à la fin du XIIIe siècle, les La Rochefoucauld vont devenir donc les châtellenies de La Rochefoucauld, Verteuil, Marton, Blanzac et Selfroin, donc c'est vraiment une famille conséquente. Et donc je reprends les armoiries. Le château va donc connaître, la ville et le château vont connaître la guerre de 100 ans. Donc à ce moment-là, ce n'est plus effectivement les troupes angevines ou poitevines de Richard Cœur de Lion, mais ce sont bien les troupes anglaises qui vont donc occuper le château. Et puis dans un second temps, ce sont les Français. Donc il y aura des alternances entre les Anglais et les Français qui vont occuper le château de Blanzac. Et on sait que à l'occasion d'un procès qui a été fait en 1447 par Charles VII,
il y avait un certain Louis de Berbégière qui avait été donc qui était un écuyer de la Rochefoucauld, qui a occupé le château de Blanzac et qui est surtout a sévi dans toute la région par des méfaits qui justifiaient effectivement que le roi intervienne pour décider d'un jugement pour cet écuyer indélicat. Donc la baronnie va passer ensuite aux mains de la famille de Roy et de Roussy. Donc c'est 3 familles qui s'associent. Donc sur les armoiries, on va retrouver la collusion de ces 3 familles. Donc en 1 et 4, c'est la famille Roy qui va apparaître. Donc écartelé en 1 et 4 de gueules, donc gueule rouge à la bande blanche d'argent. Ensuite, donc c'est la famille de la Rochefoucauld qui apparaît donc en 2 et 3. Et au centre, c'est la famille de Roussy. Alors plus tard, donc à partir de 1712, c'est Étienne Chérade, qui est lieutenant général d'Angoumois et comte de Montbron, qui va acquérir donc le château de la baronnie de Blanzac. Ensuite succédera donc Marguerite Chérade, qui va se marier à Jacques-Louis de Lemunier. Donc Jacques-Louis Lemunier aura ce blason d'azur à 3 meuniers d'argent posés en pâle, qui en fait c'est le blason qui a été retenu par la commune de Blanzac, aujourd'hui Coteau du Blanzacais. Donc Marguerite Chérade va amener la terre de Blanzac à son fils Jacques Lemunier, qui malheureusement va décéder en 1751. Et le 20 mars 1766, donc Marguerite Chérade va se marier avec Élie-Jean Desruaux, seigneur comte de Rouffliac, qui afferme donc les revenus de la terre et la baronnie de Blanzac. Donc tout ce qui revient à la baronnie est récupéré en affermage. Mais par contre, elle se réserve le terrain encore appelé donjon qui forme l'enclos du vieux château. Donc toute la structure du château est encore préservée et donc encore sa propriété. Alors le château de Blanzac, c'était quand même une place forte assez conséquente. Donc là, sur la flèche, on aperçoit ce qui restait donc encore dans les années 1836 du donjon avec une tour d'angle à droite et une tour d'angle à gauche, mais qui malheureusement est moins visible par la suite. Et donc là, on a un descriptif de cette époque-là où il était mentionné qu'à la droite de l'entrée du château, s'abaissait le pont-levis qui communiquait sur la motte. Alors ça, c'est important parce que les premiers châteaux, en fait, étaient construits sur des mottes. Et donc, il nous dit aussi qu'il y avait 4 grosses tours qui défendaient donc les angles de la place. Donc, j'ai représenté la possibilité donc d'une tour en bois, mais malheureusement, bon, ça, on ne saura pas parce que il y a eu des gros travaux qui ont été effectués dans les années 80, puis 1880, puis jusque dans les années 60, ce qui fait qu'il y a eu des remaniements qui ne nous permettront certainement pas d'avoir un témoignage archéologique intéressant. Néanmoins, il semble bien que ce soit une ancienne motte féodale. Alors on a une surface quand même assez importante, ça fait un peu plus d'1 hectare. Donc, outre le donjon, on ne sait pas trop s'il y avait d'autres structures. On peut penser quand même qu'il y avait certainement d'autres structures en construction, peut-être sur la basse-cour, il pouvait y avoir effectivement des écuyers, il pouvait y avoir des écuries, il pouvait y avoir une chapelle privative, il pouvait y avoir beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est perdu, on ne sait pas, on n'a jamais... Par rapport à la basse-cour de Villebois, c'est à peu près similaire. ah, c'est à peu près le même. Oui, on est à peu près... Oui, tout à fait. Tout à fait. Pensez à ça un peu. Donc voilà une vision actualisée, et si on reproduit un ancien tableau réalisé par un Blanzacais dans les années 1800, eh bien on voit qu'il y avait encore donc cette masse du donjon qui était en partie ruinée, mais qui tenait encore un peu debout. Et juste à côté, là, on a une maison qui a été construite sur la base d'une des 4 tours du rempart. Et à côté, donc, on a la collégiale de Blanzac, qui est un ancien monastère bénédictin. Voilà une autre vue, avec toujours le donjon qui était encore en bel état, enfin qui était en ruine, mais qui avait encore une belle allure, et puis ce reliquat de tour d'angle. Alors voilà une autre représentation aussi donc du donjon, tel qu'il était donc dans les années 1850.
Donc on voit qu'il y avait un rempart, mais il y avait certainement aussi une chemise du donjon qui était un élément protecteur supplémentaire au rempart. Et puis donc on avait une base de tours d'angle qui laissait penser qu'il y avait donc 2 tours d'angle du côté du midi. On voit qu'il y avait un système de glacis sur l'ensemble, y compris sur le massif Barlon, et donc il y avait un étage défensif avec les archères, et au-dessus des étages privatifs. La construction avec les 4 contreforts, là, si tu reviens juste en arrière, Oui. C'est la même à La Rochefoucauld, Oui. à Villebois, À Marton. À Marton. Oui. Tout à fait. Alors donc là, on a une représentation donc, des 4 tours, donc la tour Saint-Nicolas qui a été détruite, donc, qui a été l'emplacement où les troupes de Richard Cœur de Lion ont pu investir le château. Ensuite, il y avait une tour sud-ouest, le reliquat de cette tour où il y a une maison qui est construite, et au nord-est, il y avait effectivement une autre tour. Et oui, le château Gaillard. Alors, le château Gaillard qu'on verra un petit peu plus tard, donc, qui était dans la proximité du rempart. Et donc, à l'est, nous avions une paroisse qui était donc extramuros, qui était donc un faubourg, qui s'appelait la paroisse Saint-André, avec une église. On verra un petit peu plus tard. Donc, cette vue du côté est nous permet donc de voir le positionnement de cette tour du rempart. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette tour conserve quelques inscriptions qui étaient encore visibles il y a une 50aine d'années, mais qui sont en train de s'effacer. Et donc, il y a également une petite ouverture, mais qui, à mon avis, c'est du moderne. Alors, je vous ai reproduit ce qui était marqué. Donc, à la renommée du bon vin de Sainte-Radegonde, à 4 sous la bouteille, et ça s'appelait l'hôtel Monte Cristo, avec un H. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de cet hôtel, on sait qu'Alfred de Vigny, lorsqu'il venait négocier ses eaux de vie à Blanzac, il se restaurait donc dans cet hôtel. Voilà, donc en 1822, le château va être revendu à la commune de Blanzac. Donc c'est l'époux de Madeleine Lemunier qui va négocier ça. Donc ça va être acheté pour 8 500 francs, donc environ 19 000 €. Mais dans cet achat, il y avait également les anciennes halles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est à ce niveau-là qu'en 1880 va être construite l'école de garçons, dont on a la représentation qui se pérennise encore aujourd'hui. Hein. Et puis on avait donc à ce moment-là, dans les années 1884, une rampe d'accès pour permettre aux écoliers du faubourg de Saint-André de venir à l'école. Et donc pendant l'occupation, eh bien, nous avons eu une troupe d'artillerie allemande qui a inscrit sa croix grammée sur le résidu de cette tour du donjon. Alors la ville de Blanzac était donc protégée par une enceinte fortifiée, que l'on peut donc réactualiser. Alors, je reprends la paroisse Saint-André à l'est, la paroisse Saint-Nicolas à l'ouest de la plateforme du château, et au centre, donc la collégiale Saint-Artémie. Au sud-est, on a le passage de la rivière qui s'appelle le Nez, et le Nez n'a rien à voir avec l'appendice nasal, mais l'étymologie c'est de noueux, parce que c'est une petite rivière extrêmement noueuse. Et donc si on fait le pourtour des rues qui englobent cette structure, eh bien, on retrouve en fait l'emplacement des remparts qui protégeaient la ville. Donc on accédait par 3 portes, la porte Saint-André à l'est, la porte de Chalais au sud et la porte Saunière à l'ouest. Alors dans cette structure, le rempart possédait également une sorte de châtelet, donc malheureusement il ne reste quasiment plus rien, puisque déjà en 1669, il y avait quelqu'un qui était venu à Blanzac, donc c'est Pierre de la Planche, qui nous dit que hors la ville, joignant les murailles du côté d'Orient, est un ancien château presque ruiné. Donc c'est logique qu'aujourd'hui on ne trouve plus grand-chose.
Mais bon, heureusement, on a pu quand même retrouver quelques fragments de cette structure fortifiée. Donc, sur le plan de 1836, on a encore cette disposition d'un grand massif en U, avec donc la muraille, et donc ce châtelet devait être accolé donc à la muraille. Donc il reste ce mur qui est peut-être, alors sous toute réserve, peut-être un des fragments du mur d'enceinte. Et de l'autre côté, donc on a un mur médiéval qui apparaît donc dans une dépendance qui était à une époque un garage et qui est devenu une remise d'atelier. Donc quand on ouvre cet atelier, on aperçoit qu'il y a une porte du XVe siècle, donc qui est plus tardive que la structure primitive, puisque un peu plus à gauche, on découvre une archère. Et cette archère, elle est à hauteur d'homme, ce qui veut dire que, logiquement, le sol devait être beaucoup plus bas. Donc, je vous ai reproduit du côté intérieur, donc la porte du XVe siècle, et l'archère du XIIe siècle, avec effectivement un sol qui n'arrivait pas au seuil de la porte du XVe siècle. Alors, une gentille dame blanzacaise de 96 ans nous a permis de découvrir une salle souterraine. Et elle a insisté pour faire la descente elle-même. C'est elle qui nous a précédés. Donc on a fait une dizaine de marches. Et on arrive donc dans cette pièce cintrée, voûtée. Donc là, on est en direction de l'est. Ce qui est intéressant, c'est que ce côté-là, on a un soupirail qui est bouché. Donc quand on s'enfonce un petit peu vers l'est, quand on fait disparaître les bocaux eh bien, on aperçoit effectivement qu'il y a une voussure qui nous permet de rappeler qu'il y avait un souterrain qui se prolongeait à l'est. Alors, du côté ouest maintenant, on voit qu'il y a une entrée qui communiquait avec un escalier. Et là, on a effectivement donc une voussure qui nous rappelle en fait que cette entrée a été retravaillée et a traversé un ancien souterrain. Pour pénétrer dans cette salle, il a fallu creuser le souterrain, et ce souterrain, bien, en fait, il est directement vers le château. Et alors, quand on a visité donc, cette propriété, un peu plus loin, il y a un début d'effondrement de la cour. Donc voilà le passage dont je vous parlais, avec un début d'escalier qui a été comblé parce qu'une maison moderne a été reconstruite depuis bien longtemps à l'emplacement de la salle supérieure. Donc je vous ai reproduit, si vous voulez, un schéma un peu plus explicatif. Donc l'archère se trouvait là. Là, nous étions donc sur le souterrain qui allait vers le château. Là, l'escalier qui montait donc à l'étage. Et le soupirail qui devait communiquer avec une cour. Et là, c'est un niveau qui a été relevé donc, à partir de la construction de cette porte du XVe siècle. Voilà, donc on resitue tout ça comme ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris qu'il y avait un puits à cet endroit-là, qui pouvait effectivement être une source d'eau précieuse lorsque le château est occupé. Ce qui pourrait expliquer qu'il y avait peut-être une communication avec un souterrain qui permettait, avec la protection du puits dans une enceinte fortifiée, avec un châtelet, d'accéder donc à un puits. Voilà, donc on peut reproduire, si vous voulez, le châtelet, la surface du châtelet tel qu'il était, englobant effectivement le puits. Voilà, donc ça c'est la vue du ciel. Et donc on voit c'est pas très long, hein, il n'y a que 120 mètres de distance entre le donjon et ce puits. Alors donc ce château Gaillard a été converti en école communale, hein, et Alcide Gaudier nous apprend que
c'était devenu l'asile de la jeunesse studieuse, foule turbulente qui faisait retentir ses cris joyeux et des jeux innocents, dont les dalles résonnèrent autrefois sous le pas grave des sonores des hommes d'armes. On est dans une ambiance très romantique. Alors, dans ce quartier se trouvait une église Saint-André, qui était certainement une proto-église dans le tissu urbain. Et on voit qu'à l'époque, il y avait donc une longue nef avec une abside prolongée en cul de four. Donc c'était une église simplement charpentée. Il y avait pas elle n'était pas couverte, voûtée. Voilà, donc voilà l'emplacement de cette ancienne église. Et la toiture en ardoise, eh bien, c'est la mairie actuelle. Et donc là, on a une photo assez rare qui nous montre l'ancienne église Saint-André, qui a été donc dépossédée de son abside. Voilà, donc ça c'est une vue nord-ouest avec l'ancienne façade et le mur nord. Toujours ce mur nord donc en petit moellon équarri, donc qui est caractéristique du XIe siècle, et un cintre percé donc dans un linteau, donc très étroit, qui est caractéristique également du XIe siècle. Et donc là, on a la chance à la Société archéologique d'avoir des documents, notamment ce vase, ce pichet donc, qui provient du cimetière Saint-André. Et puis on a aussi les photos de notre ancien président Jean-Georges, qui a eu l'opportunité de nous prendre un cliché avant les modifications qui vont être apportées par les futurs propriétaires, et qui nous montre donc une porte encadrée par deux arcades, et puis deux chapiteaux qui malheureusement étaient en moins bon état. Voilà ce qui en reste aujourd'hui. Donc une demande a été faite auprès de la mairie pour essayer peut-être d'inviter les propriétaires à détruire, si ce n'est pas nécessaire, ces rajouts pour retrouver effectivement la vision de ce patrimoine local quand même. Ça serait intéressant. Donc elle a été déjà en partie ruinée par les protestants en 1572 et elle est désaffectée à partir de 1792. Elle sera vendue comme bien national, donc le 25 Messidor en 4. Et cette église avait été donnée en prieuré à l'abbaye de Beigne dans les années 1080 par Jourdain de Chabanais et Mathilde. Donc en 1870, eh bien, on trace une route qui va en fait partiellement détruire l'église et qui va donc être un axe qui va se raccorder directement à la rue principale. Puisqu'avant, l'accès se faisait par une voie latérale qui longeait en fait le bief de la rivière. Là. Donc ce bief alimentait donc le moulin de Saint-André, qui est toujours dans le même quartier, donc l'église Saint-André donc au nord-est, la porte Saint-André et le moulin Saint-André qui s'ouvrait. Alors ce moulin donc avait 3 roues. Donc voilà la position vue du ciel avec son bief, la porte actuelle de ce moulin, donc qui est une porte assez ostentatoire. Là, nous avons l'ancien bief avant qu'il soit recouvert. Voilà tel que c'est actuellement. Et donc là, on arrive quand même sur la partie encore existante de cet ancien moulin, qui était reproduit donc dans un ouvrage très intéressant, Les moulins autour de Blanzac de Michel Alliot. Donc on aperçoit les roues telles qu'elles étaient au XIXe siècle. Donc il y avait 2 roues à moulure et il y avait une grande roue à foulon pour faire des draps. Et donc cette structure, ce pont, est encore ce qui reste de visuel, et aussi les passages donc sous la maison. Voilà, avec l'emplacement donc des anciennes roues sur 2 réseaux différents. Alors après ce moulin, le bief continuait pour se raccorder avec la rivière Le Nez au niveau du pont d'Héris,
qui autrefois s'appelait le pont d'Héris en 1717, puis le pont de Liris en 1840, puis dans les années 60, c'est devenu le pont d'Hélice, et puis je pense qu'il y a un historien qui a dû regarder l'antique Héris, et donc c'est devenu le pont d'Héris. Ce que contestent déjà certains Blonzacais qui veulent que ce soit absolument le pont d'Hélice. Donc voilà, nous sommes situés à Moulins. Le pont d'Héris se trouve ici. Voilà, donc ça s'appelle le pont d'Hélice à l'époque. Et donc là, le lavoir sera construit en 1874. Et donc, il servira également d'abreuvoir pour les chevaux. Alors, on arrive maintenant à l'église Saint-Artémie, donc qui était une ancienne collégiale, mais au départ qui était un monastère bénédictin, dont malheureusement toutes les archives ont disparu. On pense que c'était effectivement une fondation à partir du monastère de Pupérou, mais on n'a aucune certitude. Donc voilà l'emplacement de cette collégiale. Donc cette collégiale qui a eu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle quand même une quinzaine de chanoines. Dans cette église, ce qui est intéressant, ce que je vais juste, ça fera l'objet quand même d'une autre communication. Je voulais simplement vous montrer le lien entre le pouvoir militaire et le pouvoir religieux. Donc sur l'un des piliers de la croisée, on a cette représentation de militaires là, qui laisse à penser qu'on a eu certainement des intronisations peut-être. Alors je ne pense pas qu'il y ait eu des adoubements, mais il y a eu certainement des serments des serments, ça on le sait, des serments vis-à-vis de procès qui ont été à l'encontre des religieux. Donc il y a des écuyers qui sont venus se prosterner sur la tête de Saint-Artémie pour jurer obéissance et renoncement donc, à des prérogatives foncières. Donc tout ça, je vous en reparlerai ultérieurement. Mais par contre, dans cette église, on a une multitude de blasons, donc qui étaient certainement des blasons peut-être de certains chanoines, mais certainement aussi de donateurs laïcs. Donc malheureusement, on est dans l'incapacité maintenant de donner un nom à ces familles. Par contre, il existe encore un ancien logis de l'abbé, donc qui était situé au nord-est, au sud-est. Donc là, c'est du côté nord. Et en jaune, c'est une ancienne tour qui a été arasée. Et du côté du midi, donc on a effectivement une très belle bâtisse avec un grand parc. Et cette maison est actuellement en vente. Donc si vous voulez faire l'acquisition de ce bien, eh bien, vous pouvez aller sur Internet et en cliquant sur Maison à vendre à Blanzac, vous aurez ces images-là. Au centre de la ville, on a encore une maison ancienne qui est tout près de l'église. Voilà. Mais entre l'église et cette maison, autrefois, il y avait tout un lot de maisons qui, en fait, ne permettaient pas d'accéder directement à l'église. Donc cette maison était visible donc, déjà sur une photo des débuts du XXe siècle. Et donc elle a été habilement réhabilitée par la commune. Et voilà ce qu'il en reste. Alors le pont de Beigne sans S, c'est tel qu'il est décrit dans les archives. Ce pont était situé donc au sud de la ville. Et donc il surplombait le moulin de Beigne. Voilà, donc c'est tel qu'il était. Alors cette maison-là, du côté droit, va disparaître. Et donc on a donc le pont, qui était un pont d'ailleurs très contesté à une époque parce qu'il était souvent source d'inondation et donc les passages étaient toujours laborieux à ce niveau-là. Donc là c'est du côté, donc là on arrive du côté du midi, on va vers le nord pour entrer dans Blanzac. Et l'ancien moulin de Beigne, donc le seul témoignage, c'est encore sur le plan avec 3 roues.
Mais c'est construit de manière un petit peu compliquée. Là, je n'ai pas trop compris comment étaient les structures sous-jacentes à ces trois roues-là. Enfin, toujours est-il qu'il nous reste ces passages sous le bâtiment, la sortie de l'autre côté, donc vers le nord, un autre bief donc, qui se raccordait avec la rivière. Et donc c'était une source d'inondation fréquente. Alors on apprend dans les cahiers de doléances de 1789 qu'il y avait souvent des lâchers d'eau par le moulin de Saint-André, qui étaient très mal vécus par les meuniers du moulin de Beigne. Et puis surtout, c'est que ça générait des nappes d'eau qui empêchaient d'aller donc vers Pérignac et vers Chalais, Montmoreau. Donc il y avait d'autres moulins effectivement qui étaient dans la périphérie de Blanzac. On avait donc le moulin de Lussau, le moulin de Ménard, les deux moulins donc, dont je vous ai parlé, puis également le moulin de Burette. Donc certains moulins dépendaient du chapitre collégial de Blanzac, et d'autres devaient certainement dépendre autrefois de la châtellenie de Blanzac. Alors un peu plus loin, on a le pont, l'ancien pont de l'Aumône. Donc l'Aumône nous laisse entendre qu'il y avait certainement un emplacement pour une structure d'accueil. Malheureusement, tout a disparu. Voilà une autre vision avec un lavoir précaire qui existait, ça existait encore dans les années 50. Ça. Puis un pont moderne a changé complètement l'aspect, mais par contre, comme il n'y a plus deux travées mais une seule travée, le passage de l'eau se fait mieux, donc il y a beaucoup moins de risques d'inondation. Et effectivement, au-delà du pont de l'Aumône, il y a un lieu-dit, l'hôpital, qui laisse à penser qu'à une époque, il y avait un centre d'hébergement pour les nécessiteux et les vagabonds. Alors on remonte un peu plus loin vers l'ouest. Là, on a l'ancien fief de la Saumaterie, voilà, qui était tout près de la porte Saunière. Donc Saumaterie, Saunière, ça nous fait penser au sel. Et il n'est pas impossible que dans l'environnement, il devait y avoir un grenier à sel. Alors, pour mémoire, on a eu une révolte importante en 1548 dans le Blanzac. Ça a commencé dans la région de Jurignac-Blanzac, puis ça s'est très vite étendu en Saintonge, Poitou et Bordelais. Et donc, il y a eu jusqu'à une vingtaine de mille, jusqu'à 20 000 révoltés. Et Henri III va donc envoyer des forces commandées par le duc d'Aumale et le connétable de Montmorency. Donc, il va y avoir une occupation de la ville. Barbezieux et Blanzac donc, vont être occupés. Et il va y avoir de tels méfaits de la part des armées qu'une partie de la population va immigrer vers la Gironde. Alors le fief de la Saumaterie, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'était dans les archives que c'était une propriété de Foucault de Cru, donc à la fin du XVe siècle. Et donc seigneur de Chamouillac, ça nous reporte vers l'annexe que je vous décrirai tout à l'heure. Et donc ce fief de la Saumaterie, en 1768, ça devient la propriété du marquis de Didier Honorat de Baroudin, seigneur du Maine-Géraud, qui était le grand-père d'Alfred de Vigny. Et puis un peu plus tard, c'est le maire de Blanzac, Augier des Gentils, qui va louer donc à la gendarmerie, puis vendre cet établissement à cette gendarmerie nationale qui sera donc pérennisée jusqu'en 1980. Donc aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas été préservé. C'est un bâtiment moderne qui remplace cette maison. Et alors, par contre, à l'intérieur, dans la cour de ce logis, il y avait les armoiries. Et donc, on pense que c'était les armoiries de Foucault de Luc. Ça, c'est un ancien gendarme de Blanzac qui avait fait des enquêtes généalogiques et qui a émis cette hypothèse qu'il s'agissait bien d'un Foucault de Cruc. Alors, il y avait une justice seigneuriale, donc ça, c'est logique, qui, elle, était assurée par le sénéchal. Le sénéchal, bon, il y avait un rôle de police et un rôle de justice et de haute justice, puisqu'il pouvait y avoir des condamnés. Et en dessous donc, de ce sénéchal, on sait qu'il y avait un assesseur, des procureurs, toute une batterie donc, de membres de la justice qui vont dépendre à partir de 1551 de la justice donc, royale, décidée par Henri II. Alors, je vous parle de ça parce qu'effectivement,
cette justice va se faire dans un rayon quand même d'une dizaine de kilomètres autour de la baronnie. Et on a effectivement aujourd'hui encore un lieu qui s'appelle les Justices. Et on sait qu'au criminel, le baron de Blanzac avait fourches patibulaires à 4 piliers. Donc on peut penser effectivement que les fourches patibulaires étaient situées ici. C'est un petit peu en surplomb, c'est-à-dire que c'est sur une colline qui surplombe de l'autre côté de la ville. Alors on arrive enfin à l'annexe médiévale. Je pense que je n'ai pas été trop long, là c'est bon. Donc cette annexe médiévale se situe donc dans la partie sud-ouest de la plateforme du château. Voilà, donc quand on regarde depuis l'ouest, eh bien voilà cette grange actuelle, donc qui est l'ancienne annexe du château, et donc est incluse dans un logis qui s'appelle le logis de Chamouillac, donc le même nom que celui qui occupait donc l'ancienne gendarmerie. Donc le logis est situé ici, la grange est à côté. Donc là c'est vue côté nord. Alors je n'ai pas voulu montrer des photos à l'intérieur, mais on voit que c'est un ancien logis quand même aristocratique parce qu'il y a des fenêtres avec des coups-sièges, c'est-à-dire des sièges latéraux qui permettaient donc de profiter de la lumière du jour. Et ça c'est assez caractéristique quand même d'une certaine notoriété au niveau d'une maison. Donc là, on a la cour, donc on regarde vers la grange, c'est côté nord-est. De l'autre côté, on regarde vers la ville, côté sud. Là, on a la propriétaire qui nous montre, donc qui regarde vers l'ouest, et la grange du logis. Donc si on est sur le rempart du château, on aperçoit donc déjà cette ancienne annexe. Voilà, avec donc deux niveaux d'ouverture. On va se rapprocher. Voilà. Et donc là, on a malheureusement une grande baie orientale qui est masquée par du végétal. Et donc là, on a tout un talus qui est certainement qui a été remanié. Bon, certainement pendant les siècles, mais dès le siège de Richard Cœur de Lion, certainement qu'il y a eu une atteinte de ce bâtiment parce que la propriétaire nous disait qu'autrefois, il y avait des boulets tels que je vous ai montré tout à l'heure, qui ont été retrouvés dans cette partie-là. Donc il est possible que cette structure s'avançait peut-être plus vers le rempart du château. Donc là, c'est vu du côté de la rue, donc on est du côté nord-ouest. Voilà, donc on a des baies étroites, vous voyez, avec un linteau creusé dans un sac, avec des faux claveaux. Donc là, on est vraiment du XIe siècle, hein, c'est toujours des moellons à peine équarris. Donc ça doit correspondre effectivement à un premier château qui n'était peut-être pas construit en pierre, mais bon, dont la pièce annexe était, elle, construite en dur. Et donc un étage supérieur avec des baies toujours étroites, mais avec un linteau horizontal. Hein, ça n'est pas creusé, ça n'est pas cintré. Et un mur nord, donc c'est le mur nord qui est le plus intéressant. La façade ouest, bon, avec certainement il y a des portes modernes qui ont été édifiées, mais là aussi on est en surplomb par rapport au niveau du terrain. Donc tout ça nous dit qu'il y a eu des remaniements très conséquents au niveau des bases de cet édifice. Alors on arrive maintenant du côté sud, et là on a donc un appentis qui va nous montrer donc un escalier en pierre qui nous permet d'accéder à une porte médiévale qui est surmontée donc d'une voussure sculptée, donc d'époque du XIe siècle. Mais malheureusement, je pense que c'est en fait un réemploi parce qu'il nous manque en fait un élément là. Voilà, il y a un claveau qui manque, et ça c'était un claveau de base, hein, donc ça a été quand même un petit peu remodifié. Donc est-ce que ça existait dès le départ ou est-ce que ça a été un rajout? On est incapable de vous le dire. Là. Voilà, en plan plus rapproché.
Donc quand on est à l'intérieur, au premier étage, donc cette baie à l'intérieur, on l'aperçoit comme ça. Donc on voyait que avec le personnel aquatique, donc ça fait à peu près 80 cm de haut. Hein. Donc malheureusement aujourd'hui, on ne peut plus accéder à cet étage parce que le plancher est vraiment pourri. Et la dernière fois que j'y suis allé, je n'ai pas osé aller plus loin que la montée de l'escalier. Donc le premier étage et le deuxième étage. Et la baie axiale dont je vous parlais tout à l'heure est masquée par du végétal, qui elle donc présente un cou-siège avec un remploi d'un chapiteau donc retourné. Alors en fait, on sait que cette bâtisse a été un moment la recette seigneuriale de la châtellenie de Blanzac. Donc là aussi avec une administration donc, qui était en étoile. Et c'est bien confirmé donc, par les archives. Ce vaste bâtiment, autrefois, était destiné à la recette des rentes seigneuriales. Et donc, il y a un descriptif donc, dans les archives privées donc, de la propriétaire qui nous dit qu'au nord de la cour, il y avait un grenier à foin par-dessus et un autre grenier au-dessus de celui à foin. Et donc, au-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait une écurie à ce moment-là, au rez-de-chaussée. Donc, voici les deux greniers superposés. Donc on sait que la recette des sangs et rentes nécessitait un stockage, hein, puisque quand on avait des revenus de la terre, il fallait pouvoir stocker l'arrivée du blé et tout ce qui arrivait donc en production agricole. Et cette terre consistait en rente seigneuriale bien servie, qui valait donc 7000 livres au XVIIIe siècle, hein, nous dit Jean Gervais. Alors le receveur des rentes seigneuriales, c'est un personnage qui était encore, à mon avis, enfin, quand on lit le rôle de ce receveur, c'est encore plus important que le sénéchal, parce que là, c'était le grand argentier de la baronnie. Donc c'était lui qui régissait la châtellenie, c'est lui qui était chargé d'ascenser les terres ou les biens. Il organisait la levée des prélèvements, il était percepteur des rentes portables, procureur des intérêts du seigneur, trésorier des redevances du fief. Puis il avait donc des officiers sous ses ordres, hein, qui épaulaient ce qu'on appelle les sergents censés. Donc ce receveur devait certainement habiter le logis de Chamouillac, le logis que je vous ai montré, donc qui est dans la proximité de cette grange. Et dans un procès verbal le 19 juillet 1695, eh bien Jacques Salmon, seigneur des Moulins, était nommé receveur des revenus de la baronnie de Blanzac. Procès verbal de la maison de Chamouillac. Donc il y avait bien un receveur à cet endroit-là. Et dans les cahiers de doléances de Blanzac, on revoit encore donc, la population se plaint effectivement que les recettes n'ouvrent pas toujours aux dates voulues et que les fruits donc, agricoles peuvent se perdre. Et puis il y avait aussi un petit peu de caïnnerie de la part des receveurs qui faisaient en sorte de demander plus que... Alors ce qui est intéressant, c'est que ce logis, donc cette grange, avait un accès direct avec le château. Donc si on accède par cette flèche, on arrive donc par ce portail, on arrive à un étage supérieur. Donc là, c'est un étage qui est situé au-dessus donc, de la grange, qui aurait pu être l'emplacement d'une première halle. Et les archives privées nous disent qu'effectivement, il y avait une porte qui ouvrait au levant, qui servait de passage pour aller au donjon du vieux château de Blanzac. Alors je vous ai reproduit un petit peu tout ça. Donc on accédait par là et on pouvait accéder directement au château par une rampe qui existe toujours mais qui a été refaite à la fin du XIXe siècle. Et il y avait donc également un accès à la ville, donc c'était vraiment un point de jonction entre le château et la ville. Cet accès à la ville se faisait donc il y avait un puits donc, dans la cour, donc c'est la première cour que je vous ai montrée, que je vais vous remontrer. Et il y avait aussi une fournière. Alors une fournière, normalement, c'est
c'est l'épouse du fournier. Hein, donc, je n'ai pas pu retrouver la terminologie, mais ça peut correspondre effectivement à un four banal. Hein. D'autant plus qu'il y avait un four banal dans le secteur. Donc la sortie vers la ville se faisait par là. Donc il y avait le puits, et vous voyez que le four banal se trouvait donc dans le trajet qui venait du château, qui allait au château. Donc voilà le puits actuel. Mais malheureusement, le four banal a été détruit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc l'accès vers la ville, avec une porte cochère et une porte piétonnière. Mais là, c'est un passage plus moderne. Hein. Donc on sait que le seigneur de Blanzac avait créé 6 foires tenues chaque année, donc des dates sur lesquelles j'insiste pas trop. Mais donc c'était une source de revenus conséquente, et puis c'était surtout une source de débouchés pour les agriculteurs, donc les paysans du secteur. Donc le seigneur va faire construire une halle couverte, dont on n'a plus du tout la trace, mais qui était certainement similaire à celle de Villebois. Donc je vous ai reproduit en flouté, en silhouette, les halles de Villebois. Donc ces halles étaient encore apparentes. En 1836, on voyait encore l'emplacement de ces halles. Et dans les sous-sols de ces halles, il existe encore donc des caves, mais qui ne sont plus du tout accessibles. Donc on voit qu'il y avait quand même pas mal d'étals. Et je pense que le grand rectangle du côté ouest correspondait certainement à l'emplacement de représentant du baron. C'était certainement un lieu où s'exerçait encore la justice. C'est ce qu'on peut prétendre. Donc, cette halle va être achetée par la commune en 1822, puis elle sera démolie en 1869. Donc on sait donc toujours dans les cahiers de doléances qu'il y avait des contestations par rapport à la capacité donc, du boisseau, notamment avec les membres du chapitre de Blanzac qui avaient eux-mêmes leurs propres recettes, et qui peuvent quelquefois tricher sur la capacité de l'unité de mesure. Voilà, donc c'est les mesures qui ont été restituées dans les halles de Montpassy en Dordogne, mais ça devait être similaire à Blanzac. Donc voilà l'emplacement de l'ancienne halle, avec la maison ancienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, vue du ciel. Donc là maintenant, on a une réunion de la place de l'église et de cette ancienne place qui a été à une époque place de la République, mais maintenant on l'appelle la place de l'église. La recette seigneurale donc, est tout près, hein, et donc l'accès pouvait être très rapidement, aussi bien dans un sens que dans l'autre, pour récupérer la recette et la remettre éventuellement effectivement dans cette grange. Voilà, alors la question qu'on peut se poser, quelle était la fonction initiale de ce bâtiment? Alors on sait qu'il y avait une ancienne église Saint-Nicolas, mais malheureusement on n'a plus aucune trace. Alors ce qui aurait pu faire penser à certains qu'il s'agit c'était bien l'ancienne église, c'est d'abord son orientation. Quand on regarde, on s'aperçoit qu'effectivement les deux autres églises, l'église Saint-André et l'église de Saint-Artémie, sont orientés dans la même direction que cette grange. Il y a aussi, si vous voulez, un parement très remanié à l'est, et on sait donc qu'il y a eu des destructions en 182 qui ont peut-être raccourci ce bâtiment. Donc sur un plan, voilà où ça se situe. Et à l'ouest, on voit qu'effectivement, ce mur a été extrêmement remanié. Hein. Donc peut-être qu'il y avait aussi un prolongement qui mériterait d'être expertisé par un spécialiste de l'archéologie du bâti. Là. Alors il y a aussi un chapiteau, mais un chapiteau ça peut être aussi du domaine civil. Hein. Et puis alors on retrouve également aussi un fragment de remplage de baie gothique, donc qui est inclus dans un bâtiment moderne. On sait aussi que ce terrain du côté nord était non constructible,
Donc ça peut correspondre à l'emplacement d'un ancien cimetière, mais là aussi il faudrait faire des fouilles pour confirmer cette hypothèse. Alors ce qui ne colle pas du tout, c'est qu'effectivement on a un deuxième étage qui lui ne correspond pas du tout à un bâtiment qui pourrait être une église. Alors on pense certainement effectivement plutôt à ce qu'on appelle la aula du Seigneur, c'est-à-dire la salle de réception. C'est en tout cas l'avis de plusieurs spécialistes, dont Adrien Montigny, Pierre Dubourneuf, que j'avais emmené une fois pour visiter, qui nous avait dit que c'était probablement la aula de l'ancien château. Et puis dernièrement aussi, il y avait Christian Rémy, donc un spécialiste en castellologie, qui pensait aussi que c'était certainement l'ancienne aula du château. Alors ce qui fait penser ça, c'est qu'effectivement, d'abord au début, la Maillencia Domina Castelli de Blanzac, à la fin du XIe siècle, elle devait être effectivement la châtelaine d'une motte castrale qui, elle, était construite en bois, donc ne pouvait pas accueillir une salle de réception. Donc ce qui pourrait expliquer pourquoi on avait construit en dur, mais au pied de la plateforme du château. Voilà, donc il y a une distance, mais qui n'est pas énorme. Alors l'hypothèse d'une salle de réception seigneuriale, effectivement, c'est qu'en bas, il pouvait y avoir des écuries, la salle de réception au niveau des baies cintrées, et le grenier qui était situé au-dessus. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la représentation d'une aula du château d'Albon, alors ça c'est une aula du XIIIe siècle, et on voit effectivement que sur l'annexe de Blanzac, on a effectivement un escalier qui permet d'accéder à l'étage. On a un reliquat d'une baie gothique qui pourrait correspondre à ce même niveau donc, de salle de réception. Et puis au-dessus, on a un grenier. Donc ça correspondrait assez bien au descriptif de cette eau-là. Et donc la reconstruction en pierre au XIIe siècle fait qu'on pouvait très bien, excusez-moi, je suis allé trop vite, qu'au-dessus des archères, donc au-dessus de la salle d'armes, il y avait donc des ouvertures plus larges qui pouvaient certainement correspondre à une salle de réception. Voilà, donc une nouvelle fonction administrative va succéder à sa fonction primitive de Hola, dès l'instant où il y aura donc une Hola dans le nouveau donjon. Et donc une nouvelle fonction administrative, ça va être donc la grange de la recette des rentes seigneuriales, qui est confirmée donc par les archives, base bâtiment destiné à la recette des rentes seigneuriales. Voilà, donc moi j'avais fait un courrier, Pierre Dubourneuf aussi avait signalé ce bâtiment à la Direction régionale des affaires culturelles. Moi j'avais fait un courrier qui est revenu malheureusement sans réponse positive.